Bonsoir Amandine, Bonsoir Brigitte. bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur ce live. On va donc passer 1 heure en compagnie d'Amandine Zajakala, qui est l'auteur de ce livre qui vient de paraître à nos éditions, Économie. Voilà, moins de déchets, plus de budget. Euh, Amandine, alors déjà, ce live, pardon, va durer à peu près une petite heure. Et je vous invite à poser toutes vos questions, voilà, qui nous seront transmises par Christine, que l'on ne voit pas, mais qui est dans les coulisses à la technique. Et donc, Amandine va essayer de répondre à toutes vos interrogations. Avec Euh, plaisir. pour commencer, Amandine, je vous présente en quelques mots pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Donc, vous habitez en Normandie, vous avez 29 ans, vous êtes mère de famille et vous êtes passionnée par le fait maison. Vous avez une communauté de plus de 80 000 abonnés sur Facebook et sur Instagram, Oui. sur des réseaux sur lesquels vous êtes connue donc sous le nom d'Économie. Vous avez également créé une entreprise de conseil en problématiques environnementales, toujours sous le même nom, et vous organisez des conférences, des ateliers sur le thème Ma vie en mode zéro déchet et fait maison. Votre livre qui vient tout juste de paraître suscite déjà beaucoup d'enthousiasme. C'est donc le sujet de notre rendez-vous de ce soir. Pour commencer, est-ce que vous voulez compléter un peu ce bref portrait, très bref portrait que je viens de raconter, que je viens de faire de vous et nous raconter un peu votre parcours? Euh, Alors, par quoi commencer? Déjà, j'ai fait des conférences, mais pas que sur le zéro déchet ou sur le fait maison. J'en ai une sur la réduction des déchets. Je préfère l'appeler réduction des déchets parce que le terme zéro déchet, pour moi, est un peu extrémiste, en fait, et peut faire peur. Donc voilà, j'en fais en réduction des déchets, j'en fais en anti-gaspi en cuisine. J'en ai écrit une spécialement pour les enfants, pour les sensibiliser à l'impact environnemental. J'en ai écrit aussi sur le permapotager. Et D'accord. puis, moi, je ne dis pas auteur, mais je dis autrice parce que, en plus d'être écolo, mère de famille, etc., je suis aussi féministe. C'est enregistré, ouais. On discute toujours entre auteur et autrice, alors j'avoue que, mais c'est vrai qu'effectivement, elle a tendance de plus en plus à dire autrice pour qu'on entende bien le féminin dans le Exactement. mot. Alors, comment vous en êtes venu à toutes ces démarches? Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite ou pas du tout Alors, comme beaucoup de mamans, la démarche écologique de réduction des déchets, de zéro déchet, c'est venu avec ma première grossesse, le questionnement sur, voilà, je porte un enfant en moi, quel monde je veux laisser, qu'est-ce que je veux lui apprendre, qu'est-ce que j'ingère, qu'est-ce qui me pollue au travers de mon environnement, etc. Mais j'ai toujours eu profondément ancré en moi l'amour du jardinage, de la nature. J'ai toujours ramassé les déchets aussi petite que je me rappelle. J'ai toujours adoré passer des vacances chez mes grands-parents, récolter les œufs du poulailler, manger framboise à même le pied, etc. Et j'ai toujours aimé le fait maison, cuisiner, faire des bricolages, des petits cadeaux. Par moi-même. Et en fait, quand j'ai découvert la mouvance du zéro déchet, ça a vraiment mis un nom sur tout ce que j'aimais et faisais déjà, en fait. Et du coup, ça m'a ouvert plein d'horizons. Souvent, quand on met un mot sur son mot ou sur ce qu'on fait, et ben, ça permet de mieux explorer, mieux découvrir le panel de cette passion-là, quoi. Alors, quand on a commencé à discuter sur ce projet de livre, effectivement, moi j'étais partie sur le zéro déchet. Vous m'avez tout de suite corrigé, comme vous venez de le faire, plutôt le moins de déchets que pas du tout de déchets. Ouais. Et c'est vrai que j'ai trouvé vos arguments vraiment intéressants. Vous pouvez développer un petit peu sur ce sujet en Ben, particulier? oui, oui, avec grand plaisir, parce que c'est vrai que moi, j'ai commencé ma démarche il y a 7 ans, du coup, en étant enceinte de mon premier enfant. Et bah, le zéro déchet m'a donné des ailes, hein. Vraiment, je me suis sentie capable de me dire, ouais, je suis capable de réduire mes déchets au maximum, presque à zéro. Je voyais des personnes réussir à faire un bocal de déchets à l'année pour une famille, etc.
Et je me suis dit, moi aussi, je veux le faire et je vais être parmi les premières à y arriver aussi, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas possible. Dans, En tout cas, dans la majeure partie des cas, c'est pas possible. Enfin, franchement, je ne vois pas comment c'est possible, honnêtement. Et en ayant essayé de tout mon cœur et pendant de longues années, je me suis rendu compte que moi, j'appelle ça les déchets de bienveillance ou de complaisance. C'est des personnes qui viennent à la maison. Alors, certains leur disent de repartir avec les couches du bébé ou les mégots de cigarettes qu'ils ont fumés pendant la soirée. Mais moi, c'est pas mon délire, quoi. Puis en plus, je vois pas l'intérêt. Et puis même, de toute façon, il y a des solutions qui ne s'offrent pas à moi. Moi, je suis en campagne, j'ai pas de magasin de vrac juste à côté. Enfin voilà, il y a plein de freins qui ne sont pas tous levables, quoi. Oui, c'est ça. C'est que souvent, le zéro déchet, enfin, le soi-disant zéro déchet s'accompagnait, en tout cas pour certains, de beaucoup de kilomètres. Donc finalement, c'était Exactement. un report quelque part, mais c'était pas Exactement. Je si pense que utile. c'est vraiment important de voir la réduction de son impact environnemental au global, après 7 ans de recul, hein, de démarche, plutôt que vraiment sa poubelle. Donc maintenant, je fais peut-être un peu plus de déchets qu'il y a 2, 3 ans, mais je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de kilomètres. Et ce que je consomme en fait aussi beaucoup, beaucoup moins. Et du coup, je pense que mon impact environnemental est meilleur encore qu'il y a 1 ou 2 ans. Et je pense que c'est ce qui fait aussi votre succès sur les réseaux, c'est que justement, vous êtes dans une démarche de bienveillance totale et dire, et vous dites, en fait, vous dites, on fait ce qu'on peut, mais on ne va pas se rajouter une charge. On a déjà, surtout, enfin, Exactement. quand on a des jeunes enfants, enfin, ou même quoi que ce soit. Bref, il y a une charge Ouais, mentale qui est énorme. Donc, c'est pas la peine d'en rajouter. Faisons d'abord bien ce que l'on peut faire, mais ne cherchons pas non plus à. exactement. On a toutes et tous des contraintes de temps, d'argent, des contraintes liées à notre composition familiale, à la maladie ou pas, à des contraintes géographiques, etc., de travail, bref. Et on a toutes et tous déjà une charge mentale suffisante sans s'en rajouter des couches. Et je veux vraiment pas que les gens culpabilisent. Sur ma page Facebook ou mon compte Instagram, j'essaye vraiment d'être la plus bienveillante possible, en disant que ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Le reste, c'est ce qu'on fait pas encore. Donc, c'est votre philosophie de vie, c'est votre moteur en quelque sorte. Et c'est aussi pour vos enfants, j'imagine. Ah bah oui, Pour, carrément. ok. Je me suis dit quel modèle, quel exemple je veux donner, qu'est-ce que je veux laisser derrière moi, euh, comment j'ai envie qu'ils soient éduqués. Et sanitairement, purement au niveau santé, leur santé, comme toute maman, je pense que je veux donner le meilleur. Donc ça a commencé par passer du tout conventionnel, voire même de basse qualité pour faire des économies, à consommer au tout bio. Et là, c'est l'explosion du budget. C'est la catastrophe économique. Et du coup, essayer de modérer ça et de réfléchir plus intelligemment pour être au maximum écologique et économique à la fois. Et ce que vous racontez dans votre livre aussi, qui me semble très vrai, c'est comment vous avez, parce que donc votre mari vous accompagne dans votre démarche, enfin votre compagnon, et On est mariés. vous êtes mariés, bon. Et vous êtes parti. Enfin, lui, il vient de loin aussi, si j'ai bien compris, peut-être même encore plus loin que vous. Et Ah ouais, vous c'est clair. racontez comment vous l'avez petit à petit amené dans cette démarche. Je Ouais, trouve ça vraiment intéressant parce que c'est ça aussi dans la vraie vie, c'est qu'on n'est pas tout seul et que faut exactement. pas Et agir tout seul, quoi. c'était Et, hyper important pour moi ouais. de le retranscrire, donc notamment dans l'avant-propos où j'explique tout mon cheminement détaillé, même si ça fait pas 3 chapitres. J'explique pour moi tout ce qui a été important euh, de ce que j'ai vécu.
pour que les personnes arrivent à bien s'identifier. Effectivement, moi, à la base, mon mari n'était pas chaud du tout. Et aujourd'hui, il y a des jours, il jardine plus que moi, ou il va faire plus attention que moi à ceci ou cela. Et à contrario, il y a encore des chemins sur lesquels j'essaye de l'amener et que ça peut prendre des années. Et peut-être que c'est moi aussi qui revois mes ambitions à la baisse parfois. Enfin voilà, on se trouve un équilibre aussi dans notre mode de vie, tout simplement. Alors, on a une première question de Sylvie, justement, qui demande combien de temps faut-il pour changer ses habitudes? Est-ce que c'est compliqué? Ben, il faut 3 secondes. Par exemple, Sylvie, si vous buvez de l'eau en bouteille et vous décidez d'arrêter, vous finissez votre bouteille et vous la remplissez. Voilà. Et En voilà, fait, je suis devenue écolo. c'est une succession en fait de petits gestes. Mais Voilà, oui, c'est en comme fait, mais le. moi, j'ai pas fini. En fait, je pourrais vous dire aussi, il faut toute une vie. Comme je peux vous dire, il faut 3 secondes. Pour avoir une idée et la mettre en place, il peut juste falloir quelques secondes. Et puis, parfois, c'est des choses un peu plus difficiles. Par exemple, dans notre cas, manger plus végétal, ça fait 7 ans qu'on est dessus, mais on est en évolution positive ou négative perpétuelle et on se cherche en fait parce que évidemment que manger de la viande matin, midi et soir, c'est pas écologique et c'est pas durable. Mais en même temps, on n'a pas envie d'être vegan pour autant. Et peut-être que c'est pas la solution non plus. Enfin voilà, moi j'ai pas de vérité toute faite. On se cherche, donc on se considère flexitarien, on mange végé la plupart du temps, mais chez les gens ou au restaurant pour se faire plaisir, ou si on a une envie en particulier, on mange de la viande ou du poisson. Et voilà, par exemple, là-dessus, je dirais que vraiment, il n'y a pas une année où on a fait pareil. Au début, c'était pas une journée dans la semaine, et puis deux, et puis l'année d'après, ça a été pas le soir, mais les midis, et puis maintenant, c'est pas la semaine, mais plutôt le week-end. Et enfin voilà, donc on est en évolution continue et il n'y a pas de date de fin à sa transformation de mode de vie, quoi. Il y a une date de début parce qu'il y a une prise de conscience. Et une fois qu'on l'a, c'est foutu. Et les enfants, ils se posent pas de questions. De toute façon, c'est comme ça. Et puis, enfin, ils se posent pas de questions. C'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas, vous les Bah, embarquez dans la démarche de eux, façon ils tout à sont fait nés, en naturelle, fait. quoi. Ils sont nés Ils avec sont ça, nés ouais. avec. Alors, j'ai conscience que ça peut être plus difficile, par exemple, pour des parents euh, qui se découvrent cette envie-là avec des enfants de 10 ou 15 ans. Évidemment que ça va être plus difficile que de les prendre dès le berceau avec de l'allaitement et tout de suite une nourriture végétalisée et un maximum de fait maison, de bio, de vrac, du ramassage de déchets dès les premiers pas de la marche. Enfin, tout ça, ça a été vraiment notre cas, mais j'ai conscience que forcément, ce sera plus difficile pour une famille, j'en sais rien, une famille nombreuse, une famille avec des personnes handicapées, des familles très éloignées de centres de commerce. Voilà, chacun ses difficultés. Mais oui, mes enfants, c'est la meilleure aide qu'on puisse avoir, en fait, parce que quand on fait de travers, c'est eux qui nous remettent direct dans le droit chemin. Et pour faire passer des petits messages, c'est super, parce que, par exemple, à la famille, on dit non, on ne mange pas des Kinder, ça tue les chimpanzés. Et ben voilà, après, la famille, elle n'en achète plus. Donc, Ouais. ça fait passer des petits messages pas du tout subliminaux. Et, et après, par contre, et je tiens vraiment à le dire, on les élève pas que en mode écolo, sous cloche, etc. Il y a moins de 2 semaines qu'on a fait un KFC du type McDo et ils sont élevés dans la réalité de la vie actuelle, quoi. Je veux dire, on va pas se priver
d'aller au cinéma parce que ça fait un ticket de cinéma, quoi. Je veux dire, c'est complètement aberrant. Ou on va pas se priver d'aller au McDo si on en a envie et si, par exemple, des amis nous proposent d'y aller avec eux ou autre. On veut trop pas être les rabat-joie de service et puis on veut pas être en dehors de la société, quoi. On n'est vraiment pas l'image type de l'écolo qui se lève qu'à l'eau de pluie s'il pleut et qui n'a pas de voiture et qui a des dreads et qui cultive des herbes médicinales, quoi. On n'est pas du tout dans ces clichés-là, quoi, hein. L'écologie a beaucoup évolué. Alors, on a aussi une question, les questions commencent à arriver. Donc là, on en a une de Florence qui est vaste, je pense qu'il va nous occuper un petit moment. Que faites-vous vous-même que vous utilisez au quotidien? Qu'est-ce que vous faites vous-même dans votre vie quotidienne? Quelles sont les choses que vous réalisez vous-même? Il y en a beaucoup. Beaucoup de choses. Est-ce qu'on lit le sommaire ou pas? Alors, on va peut-être pas lire le sommaire, mais on va donner quelques exemples pour donner envie, je, justement. je fais mes produits ménagers pour rester vraiment générique dans le Ouais. flou. Mes produits ménagers et mes produits d'hygiène. Je couds, je jardine, donc je produis ma propre nourriture. Je fabrique, je bricole, je répare. Je fais à manger un maximum fait maison. J'invente aussi quand je trouve pas de solution. Donc ça passe par la lessive à la cendre, les lingettes lavables, la poudre d'écorce d'agrumes, le chocolat en poudre fait maison pour le petit-déj. Enfin bref, tout ce que j'ai envie de faire et d'essayer. Tout ce qui me paraît accessible et qui m'appelle. Alors justement, on va peut-être parler de quelques recettes emblématiques de votre livre. On en a choisi quelques-unes quand on a préparé ce live ensemble. Donc par exemple, il y a le chocolat en poudre que vous venez d'évoquer. Oui. Alors, comment ça vous est venu cette idée de chocolat en poudre? C'est vous qui l'avez inventé? C'est vous... Oui. Comment vous avez En fait? tout cas, je ne sais pas si ça existait avant, mais en fait, j'ai cherché vaguement sur Internet. Après, peut-être que d'autres personnes l'avaient déjà fait sans se déclarer. Mais bref, en fait, mes enfants consommaient du lait végétal après l'allaitement et pour l'aromatiser un petit peu, le parfumer, lui donner du goût et puis lui donner un peu de richesse parce que mes enfants avaient du mal à prendre du poids. Je leur ai mis de la poudre chocolatée. Et puis, trouver ça en bio, français, sans trop d'emballage ou sans emballage, etc., c'était une tannée ou bien ça coûtait très, très cher. Et dans la composition, surtout, c'était au moins 80% de sucre. Après, bien sûr, on aurait pu mettre du cacao amer, mais il est clair qu'il ne l'aurait pas bu. Bref, donc je ne trouvais pas ce qui me convenait, donc j'ai dit je vais l'inventer. Et du coup, j'ai acheté des tablettes de chocolat, j'ai essayé de le mixer, ça n'allait pas trop. Donc du coup, j'ai rajouté de la fécule de maïs ou de la maïzena, de la fécule de pomme de terre ou autre. Et c'était de mieux en mieux au niveau onctuosité et puis mixage. Et comme au niveau goût, c'était pas parfait, j'ai ajouté un petit peu de sucre, mais pas un sucre blanc, pas un sucre raffiné, sans aucun intérêt nutritionnel. Enfin voilà, tout est détaillé dans le livre, mais c'est venu comme ça, à force d'expérience. Et puis, je peux vous dire que c'est testé et approuvé chaque recette et avec un jury pointilleux de qualité que sont mes 2 enfants et mon mari. Ok, en tout cas, ça fait envie. Il est très belle. Vous avez vu la photo, je crois, que Christine nous a passée là pendant que vous parliez, et c'est vrai qu'il est vraiment appétissant, ce chocolat. Oui, c'est un peu chocolat de grand-mère, quoi, mais Ouais. en poudre instantanée, prête à faire feu. Alors, il y a aussi dans dans vos recettes, il y a le jus d'épluchure de fruits. Ça, moi, j'aurais jamais pensé, jamais je n'aurais pensé qu'on pouvait faire du jus
Du jus avec des d'épluchure. épluchures de fruits. Et ben pourtant, pareil, ça a l'air fameux. Ouais, il y a aussi la pâte d'épluchure de fruits. En Ouais. fait, dans une démarche, pareil, de produire sa propre nourriture, on est autonome en légumes, mais pas autonome en fruits, enfin sur 6 mois, quoi, semi-autonome en fruits. Et donc, au début, on ne l'était pas du tout et il fallait acheter et donc acheter de qualité en essayant d'avoir des produits de qualité bio ou en biodynamie, sur sol vivant, au maximum local, etc. Et évidemment, ça a un coût. Donc l'intérêt de bien consommer, c'est aussi de consommer l'intégralité de toutes les parties de ce qu'on achète. Et en l'occurrence, pour les fruits, on peut se servir de pratiquement la totalité de tous les fruits. Et effectivement, là, ce qu'on voit à l'image, c'est du jus d'écorce de melon. Donc, en fait, il suffit de faire bouillir dans de l'eau, pas mal d'épluchures de fruits. Et puis après, on tamise ou dans un torchon, on presse les résidus. Ce qui reste, on le met au compost, on peut plus s'en servir. Et puis, ce qui nous reste, qui s'est écoulé, c'est le jus d'épluchure de fruits, qui en fait est un petit peu plus léger que du vrai jus de fruits, mais qui est tout à fait consommable et tout à fait bon au goût. Et du coup, c'est vrai que vous déclinez, vraiment rien n'est perdu dans ce livre parce que vous déclinez ça avec des épluchures de légumes pour en faire du bouillon. Mm. Qu'est-ce que vous faites encore? Vous faites des poudres d'agrumes, vous Pour récupérez parfumer les absolument gâteaux, les tout. pâtes à Ouais. crêpes, etc. Mm, mm. Au maximum. Alors, quand je sais que c'est de bonne qualité et qu'il n'y a pas de traitement, oui, je m'en donne à cœur joie. Et expérimenter, en fait, c'est hyper valorisant. Et même quand on se trompe, ça donne juste des bonnes expériences où on rigole bien. Et j'ai mémoire d'un velouté de cosses de petits pois absolument immonde et dont on a cru qu'on allait mourir en le buvant tellement il y avait des fils qui nous étouffaient. Donc, c'est ça aussi la démarche économique, c'est essayer, réussir à avoir de francs succès, être fier, réussir un autre truc, se rater complètement et bien en rire et recommencer. On a une question d'Olivier qui demande, est-ce que l'échange, le troc, est-ce que c'est aussi une solution que tu proposes? Ah oui, ah oui, oui, carrément. Là, à titre d'exemple, la dernière fois que j'ai eu besoin d'une pompe à vélo, je me déplace à vélo, mais je n'ai pas de pompe à vélo. La dernière fois que j'ai eu besoin, je suis allée demander à mon voisin et en lui ramenant sa pompe à vélo, je lui ai ramené un bocal de confiture. Pour moi, c'est la base de la base. Bien sûr, je fais du troc de graines, je fais du troc de service. Par exemple, j'ai déjà ouvert mon jardin en proposant une sorte de woofing juste sur une journée ou une demi-journée, en proposant voilà, de faire un chantier au jardin avec moi pour quelque chose qui serait chronophage ou trop physique pour moi. Et en échange, les personnes, elles apprennent et elles échangent avec moi. Donc, c'est une sorte de troc aussi. Tout à fait. On a non seulement des questions, on a aussi des témoignages, preuve que vous n'êtes pas seul dans la démarche. Non. Donc, c'est Sylvie, là, heureusement. C'est Sylvie qui dit, j'ai commencé il y a un mois, mais la salle de bain, je n'y arrive pas. Il y a une question, en fait. Par exemple, les cotons-tiges. Alors, les Alors, cotons-tiges, quelle est la solution économique? il y a une solution qui s'appelle l'auriculier. Alors, si tu ne veux pas ou si vous ne voulez pas vraiment changer vos habitudes, vous pouvez utiliser des cotons-tiges qui soient écologiques, en coton, avec du coton bio et une tige compostable. C'est la solution la plus facile et qui change le moins ce qu'on a l'habitude. Au lieu de jeter à la poubelle, on jette dans le compost. Après, sinon, il y a la solution lavable. Donc, c'est l'auriculi. C'est une petite curette comme ça, ou en métal ou en plastique recyclé, recyclable,
ou en bois. Et au bout, il y a une toute petite palette et on cure juste l'entrée de l'oreille. Après, on rince son auriculi sous l'eau. Et puis voilà. Et puis, Alors, pour tout ce qui est salle de bain, il y a plein d'exemples aussi dans le livre, hein, les cotons démaquillants, les tissus WC, on va en reparler après, le démaquillant, les shampoings solides, le gel douche, enfin, le savon solide. En fait, il y a une solution pour chaque problème. Après, si on n'a pas envie de tout changer ou qu'on n'est pas prêt, parce qu'un mois, c'est très court hein, pour votre début de démarche. Si vous n'avez pas encore reçu la salle de bain, c'est pas grave. Hein. Nous, on a mis au moins 1 an avant de faire le tour de chaque pièce. Et dans chaque pièce, c'était pas complet. Hein. Donc, pas de pression. alors justement, du coup, ça me ramène à mes recettes emblématiques. Donc, par exemple, vous faites des lingettes lavables 3 en 1. En Oui. une, en un. Qu'est-ce que c'est ça exactement? C'est des lingettes, donc la recette pareil, elle est dans le livre, c'est comme à chaque fois hyper simple, hyper rapide, hyper écologique et hyper économique. C'est fait vraiment en 3 minutes de temps et ça se conserve plutôt bien. Donc c'est des lingettes lavables, hein, donc vous découpez dans un ancien drap, dans une ancienne nappe ou dans un tissu de récup que vous aimez bien. Des carrés, des rectangles, bref, ce que vous voulez. Vous pouvez les surjeter, les surfiler au bord pour pas qu'ils s'effilent si vous voulez, mais c'est pas obligatoire. Et puis, vous faites une petite lotion pour les imprégner, faite avec 2-3 ingrédients maxi. Et ça fait des lingettes lavables multi-usages pour le corps, le visage, la toilette intime. Et elles sont même démaquillantes. Donc, c'est pour les enfants, pour les Ouais, parents, pour tout le voilà, en monde. plus, c'est Ouais. pour tout le monde. Ouais. Pour tout le monde, pour la toilette intime, moi je vois, par exemple, si j'ai une journée de travail et qu'après je vais chez l'esthéticienne ou chez le gynéco, j'en prends une dans ma petite pochette en tissu imperméable et puis je peux me passer un petit coup dans les WC avant mon rendez-vous. Ou si on part 2-3 jours en promenade et que je n'ai pas trop sûr d'avoir accès à l'eau, c'est pareil, j'en prends un petit bocal sur moi pour les enfants et moi. Ça peut être juste pour me démaquiller, mais aussi pour me rafraîchir. Alors bien sûr, ça ne remplacera pas une douche, mais ça a un petit côté lavant et surtout un petit côté nettoyant, démaquillant. Et puis ça protège, l'huile qu'il y a dedans protège aussi la peau. Et on peut même la personnaliser en fonction de ses besoins, de son type de peau, etc. Dans les produits que vous utilisez pour faire la lotion. Ouais. Vous faites non seulement des produits d'hygiène, mais aussi des produits de beauté. Vous faites de la poudre de teint. Oui. Voilà, enfin, La ça poudre, passe vraiment tout en la rue. poudre Ouais. pour le teint Ouais. fait uniquement à partir de matières premières carrément pas chères, carrément biosourcées facilement, hyper naturelles pour la peau, encore une fois écologique et économique et qui se fait en 3 minutes de temps. Ouais, c'est un mélange d'argile, pourquoi pas des ocres, etc. Pourquoi pas des épices aussi. Et effectivement, moi, c'est ma poudre qui me sert pour mon teint. Nathalie demande, faites-vous vous-même vos produits de beauté? Donc ça, on a répondu. Ou est-ce que vous les achetez solides, déjà prêts à l'emploi? Il y a souvent des questions sur le solide qui reviennent, j'ai remarqué sur Les deux. Ouais. Il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de bien ou de mal. Pour faire la poudre pour les yeux ou le crayon noir ou le mascara, moi, je ne réponds pas, je ne réponds pas présente. J'achète, par exemple, la marque Zao, qui est très bien. Enfin, pas pour le mascara, je l'aime pas trop, mais il y a aussi couleur caramel, Avril, All Tigers. Enfin bref, maintenant, il y a plein de... En fait, l'avantage de commencer maintenant, c'est qu'il y a plein de propositions de solutions. Alors qu'il y a... Personnellement, moi je parle pour mon cas, il y a 7 ans, c'était difficile de savoir quoi prendre, mais maintenant il y a plein de maquillages solides ou de maquillage ou de produits d'hygiène
déodorant, dentifrice, même démaquillants solides, shampoing, savon, etc., euh, qui sont très bien, hein. Si vous n'avez pas envie de faire tout vous-même, ne culpabilisez surtout pas. Si vous avez envie de faire tout vous-même, commencez par un, et puis après un autre, et puis après un autre. Commencez pas 10 d'un coup. Et il faut généralement attendre d'avoir un truc bien mis en place pour en entamer un autre. On a un témoignage de... Surtout, pardon, je finis, mais c'est ultra ouais. important. Finissez ce que vous avez en cours. Parce que ça me paraît complètement bête ce que je dis, mais si vous avez, par exemple, ça fait 7 ans et je n'ai toujours pas fini mon bidon de produits à vitres, parce que je ne fais pas mes vitres, donc je risque pas de le finir, et ben je n'ai jamais changé ma routine puisque j'ai ce bidon de 5 litres et comme je fais mes carreaux 2 fois par an, je vais ni le jeter ni essayer d'en faire un moi-même. Donc finissez vraiment ce que vous avez dans les placards et vous allez être surpris et surprise parce que y a des trucs, ça peut durer des années et même si on ne fait pas énormément de stock, il y a des fois ça peut être long avant d'avoir vraiment la problématique qui se pose. Et puis en plus, finir chaque truc, ça permet de ne pas entamer la démarche tout d'un coup en même temps. Donc genre si le premier truc que vous avez fini c'est le dentifrice, ben allez hop, on regarde ce qu'on peut faire pour le dentifrice solide ou dentifrice fait maison, en liquide, en poudre, en compact, enfin bref. Et puis après, ça vous laissera le temps de trouver la solution jusqu'à temps que ce soit le déo ou le shampoing que vous finissez, quoi. On a un témoignage justement de Christelle sur le dentifrice qui tombe à pic, qui dit: grâce à Amandine, je suis passée au dentifrice solide. Nous sommes 3 sur 4 à l'avoir adopté. C'est vrai qu'avec une communauté de 80 000 personnes, si vous arrivez à convaincre une personne qui elle-même convainc 2 ou 3 personnes, c'est un Mais résultat plus que... c'est contagieux, c'est Voilà, ouais. contagieux. Attention, c'est contagieux. C'est-à-dire que moi, j'ai mon impact positif personnel, mais grâce aux réseaux sociaux, et c'est pour ça que j'ai commencé à me lancer, et que j'ai commencé d'ailleurs même pas par les réseaux sociaux. J'ai commencé par des ateliers et des conférences bénévoles. J'en ai fait une 50aine avant de créer mon entreprise et dans le même temps créer ma page. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était contagieux. Ça se propage et une personne sensibilisée, on sensibilisera 10 dans l'année, 100 en 10 ans et en fait, ça crée un mouvement. Alors, on a une question qui dit, la personne n'a pas laissé son nom, je crois. On a l'impression que vous avez fait le tour de tout. Avez-vous encore des points d'amélioration dans votre quotidien? Oh, oh là là, j'ai pas fait le tour de tout du tout. Déjà, on est autonome qu'en légumes. On n'est pas autonome en légumineuses, en céréales, en fruits. Je dirais que, par exemple, sur la viande, on a beaucoup de chemin à faire encore parce qu'on en consomme beaucoup plus que ce qu'on voudrait. Dernièrement, c'est surtout sur le slow déplacement, donc la réduction de l'impact environnemental lié au déplacement, que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à la place de marcher 300 pas dans la journée, eh ben, je pouvais, comme aujourd'hui, j'ai regardé, j'en ai fait 14 000. C'est bien meilleur pour moi, qui a en plus un petit surpoids, et bien meilleur pour la planète, et bien meilleur pour mon porte-monnaie. Donc en fait, voilà. Après, il y a des jours, c'est plus difficile que d'autres, parce qu'il y a des jours, il y a du vent, ou il y a de la pluie, ou voilà. Mais ça va jusqu'à ne pas remplacer une voiture qui n'est plus bonne. Donc maintenant, on a une voiture pour 4 et mon mari part avec au travail tous les jours. Donc ça veut dire apprendre à se débrouiller en pleine campagne et mutualiser les déplacements, etc. Enfin bref, donc voilà, ça c'était le mouvement de cette année. Mais je suis bien, bien loin d'avoir fait le tour de tout, ne serait-ce qu'au potager, je ne connais presque rien. Euh, et, euh, et même dans la cuisine anti-gaspi, je ne connais presque rien. Dans le zéro déchet, je ne connais presque rien. Quand on voit l'immensité du monde,
l'immensité de toutes les pratiques culturelles. Enfin bref, non, je ne connais rien à rien. C'est un petit peu plus quand même que beaucoup de... Bah parce que que, beaucoup. parce que je m'y suis mis peut-être un petit peu avant la plupart des gens, mais et puis parce que je suis hyper active et dévorée de passion dès que je fais un truc, mais nul doute que tout le monde y arrive si tout le monde en a envie, quoi. Je reprends mon... Ah, attendez, encore une question. Est-ce que vous essayez d'acheter tout en local ou est-ce que c'est encore trop compliqué? Ah bah, tout en local, oui, c'est beaucoup trop compliqué. Déjà, rien que pour le café, je pense que petit mari serait pas du tout content. Et moi, pour le chocolat, pareil. Ouais. Après, il existe des alternatives, hein. Manger des barres de céréales au miel ou faire du café du résistant à partir de lentilles torréfiées, par exemple. Mais il y a une solution pour tout, hein. Mais franchement, non, en local, c'est chaud. Je vois, là, dernièrement, je suis allée au magasin avec les enfants, ils mouraient d'envie d'acheter des bananes. Voilà, acheter des bananes. Une autre fois, ça va être un avocat, une autre fois, ça va être une noix de coco ou un ananas. Enfin, voilà. Donc là, c'est pour des trucs qui voyagent très loin, mais même résister à l'appel de la tomate du Sud quand on habite en Normandie et que ça fait 8 mois qu'on mange des choux, c'est pas tous les jours facile. Donc, on est au maximum local, mais en même temps, on est si peu local, quoi. Je veux dire, ce truc, je l'ai acheté, c'est un exemple, parce que là, je le vois, je l'ai sur moi, mais ce truc, je l'ai acheté à la petite recyclerie du village d'à côté, mais il vient trop pas de là, quoi. Alors justement, venons-en aux vêtements. C'est une question de Florence. Pour les vêtements, quelle solution utilisez-vous? Eh ben, voilà, je viens de le dire. Alors, Hmm. des fois, je couds, mais franchement, je suis débordée dans ma vie et genre, je fais pas passer ça en priorité. Donc, des fois, je couds, tout simplement, avec de la récup et tout. Voilà. Mais majoritairement, je dirais à 90%, 5% je couds, 90% j'achète d'occasion. Mais vraiment, on peut tout acheter d'occasion, c'est dingue. Je veux dire, même des trucs qu'on n'imaginerait pas, genre slip, collants, chaussettes, etc. On peut très bien, chaussures pour les enfants, on peut très bien acheter d'occasion, mais trouver ça neuf, encore emballé, encore étiqueté. En fait, le monde déborde d'objets, de trucs surconsommés, achetés, même pas utilisés. Donc, on peut tout acheter d'occasion. Le pire ennemi de la seconde main, c'est le besoin immédiat, en fait. Donc, il faut essayer de prévoir. Donc, voilà, je suis assez vigilante sur... j'ai toujours une saison d'avance pour les tailles des enfants. Par exemple, là, j'ai l'été qui a bien eu du mal à arriver. J'ai leur taille d'été et là, je commence à rentrer des tenues pour en septembre. Parce que si je me réveille au mois d'août, forcément que je vais me retrouver dans un grand magasin de mode de fast fashion pour enfants et je vais être obligée de dévaliser les magasins, quoi. Pareil, je commence à chercher maintenant pour les fournitures de rentrée. Enfin, voilà, j'ai un petit train d'avance. Et puis, si vraiment au dernier moment, j'ai pas trouvé le classeur ou quoi aux caisses, et ben, j'essaye plutôt de l'acheter dans une petite presse, une petite librairie de quartier, histoire de donner mon argent à une personne qui va le dépenser en local près de chez moi plutôt qu'à un grand géant de la grande distribution, quoi. Mais voilà, du coup, pour revenir aux fringues, 5% cousu maison, 90% ou par ma couturière, parce que des fois je fais travailler une petite couturière aussi, locale, 90% seconde main, et puis 5% acheté en neuf parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas toujours le choix dans la vie. Euh, c'est vrai qu'en fait, vous pensez finalement, vous pensez économie, je me rends compte dans cet échange, vous pensez économie du réveil au coucher, c'est-à-dire vous dites, vous anticipez beaucoup, en fait, C'est c'est un plus job à qu'une temps plein. réflexion, c'est un état, quoi. C'est
c'est un mode de vie. Donc, ça Ouais, veut dire que ouais, ouais. c'est tout le temps, quoi. Mm. C'est tout le temps. Alors, c'est pas une obsession ou je suis pas omnubilée par ça. Je veux dire, ça nous arrive très régulièrement. Si on va chez des amis, on met ça de côté. Enfin, après, nous, par exemple, notre réflexe, si un enfant renverse ou quoi, je vais demander un torchon ou une éponge. Je vais pas demander de l'essuie-tout ou du papier jetable, quoi. Donc, en fait, on essaye. Parce que moi, j'ai donc 29 ans. J'ai toujours connu que la grande distribution, le conventionnel et le jetable. Et en fait, il faut apprendre sans cesse à se déconstruire et reconstruire derrière, chose que nos enfants n'auront pas à faire puisque eux, ils seront construits de cette façon-là. Après, peut-être qu'ils en voudront pas ou peut-être qu'ils évolueront encore dans un autre sens, mais, euh, mais on essaye de leur donner les clés en main comme ça, quoi. Ça vous arrive de, je sais pas, de recevoir des gens chez vous qui sont comment dire, opposés. Alors c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas qui suivent pas. Bon, ça on peut l'admettre, mais oui, qui sont même opposés ou Ah bah qui grave. disent ah ben non, ouais, Ah bah c'est pas sur la porte de la maison, c'est pas écrit ouais, écolo only, quoi. Donc, à commencer par ma propre famille, tout le monde n'est pas forcément d'accord ou ferait comme moi, hein. Je veux dire, mm, moi aussi, je vais inventer des personnages fictifs hein, parce que je vais avoir des problèmes. Et moi aussi, j'ai une tatie rebelle, pro du pesticide ou une grand-mère pas du tout opérationnelle pour les serviettes hygiéniques, ayant elle-même connu les langes à l'époque où il n'y avait pas de solution. Et qui comprend pas que nous, on ait le choix et on fasse pas le bon. Enfin, je veux dire, vraiment, j'invente des personnages fictifs, je répète, pour pas avoir des problèmes. Mais au sein de ma propre famille, euh, tout le monde n'est pas hyper OK avec ce que je fais. Et encore, maintenant que c'est quand même plus répandu qu'il y a 7 ans, maintenant que j'en ai fait mon métier, que j'en gagne ma vie, maintenant que j'ai écrit un livre, maintenant que je suis suivie par 80 000 personnes, bon, tout ça, c'est de la légitimation, enfin, je sais pas comment on dit, mais ça apporte un peu à mon crédit, forcément, donc j'ai gagné un peu en confiance en moi, mais à la base, tout le monde s'est foutu de moi, quoi. Ah, ça c'est y est, dingue, maintenant hein. tu as mangé des graines, brouté de l'herbe. Bientôt, tu t'essuieras plus avec du papier WC, et c'est le cas. Enfin bref, on est passé par tous les états. Mm. Oui, oui, c'est ça d'être pionnier. Hein. Du coup, je reviens un petit peu sur les recettes là, parce on en avait sélectionné quelques-unes. Donc, on a parlé des lingettes. La peinture économique, ça, c'est quelque chose que vous avez inventé aussi, si j'ai Oui, c'est bien quelque chose que compris. j'ai inventé parce que je pense que à part quelqu'un qui travaillerait dans le milieu, mais personne n'est capable de donner la composition d'une peinture pour enfants. Et je trouve ça affreusement problématique. Et moi, quand je me suis dit, mais mes enfants, ils mettent ça sur les mains, ils mettent ça au visage, pire dans la bouche. Bon, c'est écrit peinture pour enfants, mais en même temps, c'est pas des jus de légumes qu'il y a dedans. Donc, euh, donc ouais, ça m'a déplu et j'ai cherché et j'ai pas trouvé une recette simple, facile, rapide, efficace et écologique, économique. Donc j'ai dit, je vais l'inventer. J'ai pris les 4 ingrédients qui se trouvent dans toutes les cuisines du monde, les moins chers et les plus accessibles, c'est-à-dire du sel, de l'eau, de la farine et du sucre. Et j'ai dit, voilà, il faut que je fasse une peinture avec ça. Comment on fait? Et puis, le comment on fait, c'est dans le livre aussi. Les étapes sont bien détaillées, les quantités, et c'est pareil, c'est simple, ça va très vite à faire. Ça peut être une première activité à faire avec les enfants. Allez, aujourd'hui, on fabrique notre peinture. On s'éveille, on divise la recette en 10 petits pots et on voit les couleurs. Tiens, le jaune avec le rouge, ça fait ça, machin.
C'est une première activité qui est géniale à faire. Donc, ça fait pâtisserie, éveil des sens et des couleurs, etc. Et puis derrière, on peut faire de la peinture. Et on peut congeler en petites portions, par exemple dans des bacs à glaçons, et puis sortir sa portion la veille pour le lendemain, quand on veut faire de la peinture avec les petits loulous. Il y a un autre truc assez magique, c'est l'étiquetage. Et ça, je crois que vous avez énormément de succès sur Facebook avec ça. C'est tout bête, mais voilà, mais il fallait le savoir. Alors, on va Ouais. pas le dire, hein, mais en tout cas, pour étiqueter les bocaux, je ne sais pas si Christine va nous passer Le petit visuel. le petit visuel, mais c'est pareil parce que les étiquettes, on s'est tous énervés d'une part à enlever les étiquettes existantes Ouais. sur les bocaux et d'autre part à retrouver autre chose pour écrire dessus. Bah, vous Alors là, avez la on voit solution. la fameuse poudre de thym que je fais moi-même, mais effectivement, le bocal est étiqueté poudre de thym à l'aide de ma super solution économique et 100% récup. Et puis après, on va passer. Alors, vous faites aussi votre jardin. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne savez rien en jardin. C'est quand même pas tout à fait vrai, parce que vous avez quand même un super beau jardin. C'est gentil, merci. Alors, vous faites quoi dans votre jardin? Vous faites un engrais écologique? Oui, une espèce de gloubi-boulga de Ouais. récup, de reste super enrichissant pour le potager, que j'appelle le permapotager. Encore une fois, je n'ai pas de vérité établie. Je navigue entre jardin bio et permaculture. Et donc, j'appelle le permapotager. Donc, effectivement, il y a un petit peu de reste de plein de choses. Et on peut en faire un super engrais économique et économique. Ouais. Alors, le visuel que nous montre Christine, on pourrait penser que c'est quelque chose à manger, mais pas du tout. En fait, enfin, ce sont bien les restes Les restes de de repas. repas que que vous mixez, mélangez. Enfin, voilà, vous faites une mixture, comme vous dites. C'est un peu potion de sorcière, mais très efficace apparemment. Oui, je Ouais. suis une sorcière. Vous faites aussi des abris pour les auxiliaires. Oui, Vous pensez à tout, quoi. Vous pensez non seulement à la culture, mais aussi aux auxiliaires. Enfin, voilà, c'est la base effectivement d'un jardin, d'un permapotager, comme vous dites. ouais. C'est penser aussi à l'environnement du jardin. Et, C'est la base, hein. C'est ouais. vraiment le nerf de la guerre, hein. Eux, ils travaillent jour et nuit, quand moi, j'y passe 3-4 heures par semaine. Donc, évidemment qu'il faut les loger et aussi les nourrir et les hydrater. Donc, ouais, effectivement, dans le livre, il y a plusieurs recettes et astuces récup hyper rapides, genre enchevêtrer un truc dans un autre truc avec un truc au milieu. Et en fait, bien sûr, tout ça est détaillé dans le livre, mais en gros, ça a pris 3 secondes de temps et on a fait un abri à coccinelle. Alors, en parlant de jardin, parlons d'engrais, justement. Alors, il y a quelques mois ou années déjà que circule beaucoup l'utilisation de l'urine au jardin. Ouais. C'était un petit peu tabou, c'est devenu presque habituel. Vous allez encore plus loin, puisque vous utilisez. Ben, disons que Ouais. moi, j'ai pas les avantages génitaux d'un homme. Et du coup, au jardin, c'était difficilement exploitable, cette ressource. Par contre, j'en ai une autre en moi qui revient tous les mois. Et cette ressource-là, c'est une mine d'or au permapotager. Donc, effectivement, j'utilise le sang menstruel. Je peux réutiliser le sang que je récupère dans ma cup, hein. C'est l'équivalent du tampon, mais en mode sain pour soi, pour l'environnement. Ou bien l'eau de rinçage de mes culottes de règles ou de mes serviettes hygiéniques lavables. Tout simplement, je récupère l'eau que je rince dans un petit seau. Et ce seau-là, je le dilue encore un peu dans de l'eau, dans un arrosoir, et je l'utilise au jardin, tous les dosages, etc., l'utilisation, la temporalité, etc., de cet engrais. Yeah, la photo. Elle est belle, cette photo, je l'aime beaucoup. Et donc, tout ça s'expliquait dans le livre, évidemment. Mais oui, j'ai décidé d'aller plus loin parce que, en plus, en étant féministe et engagée, je trouve que le tabou des règles a bien assez duré. Effectivement, on fait des livres entiers sur l'utilisation de l'urine.
et pas un mot sur le sang des règles, alors que j'ai retrouvé des traces écrites de plusieurs centaines d'années où les femmes avec de très très longues jupes allaient au champ quand elles avaient leurs règles pour pouvoir répandre ce liquide si précieux au sol comme engrais. Il faut savoir qu'évidemment, on utilise le sang desséché comme engrais qui est issu des abattoirs. Moi, j'ai cette ressource-là à domicile et plutôt que d'aller faire traiter ça en station d'épuration et tout, je trouve qu'autant faire de très beaux et gros légumes. Je ne sais pas si Christine a le visuel de mon chou favori, mais effectivement, ça marche très très bien et si pour le peu qu'on n'ait pas de traitement médicamenteux, il n'y a pas de souci, quoi. Je trouvais important d'en parler parce qu'effectivement, on boucle un peu. C'est une façon de boucler la boucle. Enfin, c'est vraiment, voilà, vous êtes féministe, comme vous le dites. Vous utilisez toutes les ressources qui s'offrent à vous dans n'importe quel domaine. Et voilà, et c'est une façon d'être vraiment complètement cohérent du début jusqu'à la fin. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Un petit retour aux sources aussi, c'est une façon de célébrer ce moment-là que je pense toute femme appréhende ou forcément c'est moins plaisant pour nous cette partie du mois que tout le reste du temps. Et c'est aussi une façon d'attendre cette ressource-là, de dire, bon, bah, au moins, j'en ferai quelque chose. Tiens, je vais aller engraisser un peu mes tomates ou mes fraises. Et puis ça reconnecte voilà, à la nature. Je ne suis pas très spirituelle, croyance, etc. Mais ça reconnecte d'avoir la sensation de servir à quelque chose, de rendre au sol ce que le sol nous a donné de par la nourriture. On a une question de Geoffroy qui demande si vous avez des poules. Non, mais j'ai un poulailler et je n'arrête pas d'en parler sur les réseaux sociaux. Ça y est, il est fait, il est construit, on part en vacances et ensuite on adopte des poules. Ok. Je sens que je vais inonder les réseaux sociaux avec mes poules, je vous préviens. Et alors justement, c'était en guise de conclusion. À moi, c'est quoi vos prochains défis à part les poules, parce que ça on l'a dit. Faire naître des poules parce que je compte partir du poussin, comme au potager je pars de la graine. Agrandir la famille, c'est un magnifique projet parce que j'en ai jamais assez et qu'on n'aura jamais assez d'écolos sur cette terre. Être un peu plus autonome, peut-être changer de maison pour avoir plus de terrain et pouvoir assouvir un peu plus ma passion parce que je suis quand même dans une résidence, donc j'aimerais avoir un peu plus de terrain, voilà, pour avoir une mare, etc. Enfin bref, je suis toujours en perpétuelle mouvance. Et puis continuer de réduire les déplacements et la viande, quoi. En gros, ce sont les projets de ces prochains mois et pas de deuxième livre du tout. Parce qu'on n'arrête pas de me le demander. Mais apprécie déjà celui-là. Genre, toutes les personnes qui l'ont lu font « Ah, il est vachement bien, c'est quand le 2 ?» Et non, mais j'ai pas signé pour une trilogie, moi. Ça, c'est clair. C'est dit. Et une petite question qu'on n'a pas évoquée. Vous avez un grand terrain? J'ai 1100 mètres carrés de terrain, mais sur ces 1100 mètres carrés de terrain, il y a une grosse surface au sol prise par la maison et par les deux terrasses. Il y en a une d'un côté et une de l'autre de la maison. Et une grande allée en pavé autobloquant qui traverse tout le terrain pour aller jusqu'à la maison et qui fait en plus tout le tour de la maison. Donc en fait, quand on retire tout ça en surface naturelle, moi c'est plutôt ça qui m'intéresserait de connaître comme chiffre. Je sais pas tant que ça. Par contre, en potager, ça fait quelques années que je dis que j'ai 100 mètres carrés cultivés et je pense que comme j'ouvre sans cesse des nouvelles parcelles, je dois bien être maintenant à 150 mètres carrés cultivés.
Et vous êtes en milieu, vous êtes dans un village, vous êtes en ville, vous êtes... On est en village, en pleine campagne, mais dans une résidence. Donc, on a des voisins de tout autour. Et, euh, et voilà, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On évite ou coller un voisin ou un autre. Et il y en a qui utilisent des désherbants ou des choses comme ça. Enfin bref, je suis assez pas mal bloquée dans ma situation à l'heure actuelle. Disons que j'exploite là actuellement vraiment les limites de mon terrain. Donc effectivement, il y a un projet déménagement plus ou moins à court terme. J'avais une question et je l'ai mangée. Donc, tant pis, on va attendre qu'elle revienne. Est-ce que vous allez continuer à faire des conférences ou des ateliers? On n'en a pas tellement parlé de ça, mais c'est aussi une part de votre activité. Oui, alors pour être tout à fait transparente, cette part de mon activité a totalement disparu avec le Covid. Oui, Et évidemment. j'ai fait 2, 3 conférences pendant chaque confinement en visio. Mais franchement, c'est pas du tout pareil, quoi. Et puis surtout, ça fait pas manger. Donc j'ai dû exploiter mes réseaux sociaux. Et du coup, je vis vraiment du placement de produits sur Facebook ou sur Instagram. Évidemment, des produits tout à fait éthiques, responsables, qui correspondent totalement à mes valeurs. Par exemple, j'ai un partenariat de graines. Pour chaque achat, je touche 5%. Donc voilà, en gros, maintenant, comment je vis de ma création de contenu. Et en même temps, je trouve ça tout à fait logique. C'est un cercle vertueux où chacun profite de l'autre, hein, puisque je crée du contenu chaque jour, totalement gratuitement et accessible à tous. Et maintenant, ce contenu nous nourrit, quoi. Et pour répondre à la question, oui, 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 si j'ai des propositions, enfin j'en ai, mais oui, oui, je suis toujours partante pour une conférence, un échange, des ateliers sur tous les termes qui me plaisent. Donc je continue. Et les écoles, je n'ai pas repris parce que ça ne reprendra pas. Peut-être, je ne sais pas si ça reprendra en septembre, mais j'adore aller en école. Parce que la cible est si facile à toucher. Et après, dans les maisons de quartier, dans les recycleries, en entreprise, à domicile, enfin bref, ouais, j'adore ça. D'accord. Est-ce que vous avez encore envie de parler de quelque chose ou sinon on va s'arrêter peut-être? Je crois qu'il est 21h. Donc Moi, voilà, j'ai adoré la préface de Olivier. Oui, il vous a fait une très belle. Alors Olivier, peut-être dire qui c'est parce que tout le monde Alors, ne le connaît pas Olivier, forcément. il est derrière votre Il est épaule gauche. derrière moi, effectivement. Il est là. Olivier du potager d'Olivier, c'est mon meilleur ami, c'est mon chouchou, c'est le meilleur, c'est le plus fort. Et il m'a fait une préface juste magnifique où apparemment il fait pleurer une personne sur 2 qui la lit, donc elle est trop bien. Donc vos abonnés peuvent vous retrouver sur vos réseaux, sur Facebook, sur Instagram. Et puis ceux qui ne sont pas encore abonnés peuvent vous rejoindre. Oui. Voilà, votre livre, il est en librairie, il est sur notre site. Vous pouvez le commander directement via les réseaux d'Amandine. Et écoutez, on vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Et puis Merci à vous de m'avoir proposé ce live. J'ai adoré ça. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.